Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Le Zap Crypto est également diffusé sur Twitch à 18h du lundi au samedi. Pour en débattre en live avec toute la communauté, vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Je voulais vous parler maintenant de Binance qui quitte le Canada. Pourquoi ils quittent le Canada ? Eh ben, c'est à cause de la régulation canadienne. Ils ont passé un certain nombre de choses qui rend la vie plus compliquée aux exchanges. Et du coup, Binance a rejoint un certain nombre d'autres exchanges qui ont fait la même chose, qui ont décidé de se retirer du marché canadien. On a aussi eu Bitstamp qui a fait la même chose. Là, on a vu des mails passer sur le sujet. Voilà, là c'est un tweet où quelqu'un dit avoir vu passer. J'ai eu aussi des informations de votre part. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont envoyé sur Twitter, sur YouTube, des choses concernant Binance et Bitstamp. Donc oui, c'est bien, il y aura plus de Binance et de Bitstamp au Canada, du moins temporairement. C'est aussi un coup de pression que fait Binance sur le Canada, mais aussi sur l'ensemble des pays qui voudraient mettre en place des régulations trop importantes en disant si vous nous mettez trop de bâtons dans les roues, on va simplement quitter votre pays. C'est quelque chose que Binance peut faire simplement, on va dire, pour le Canada, parce que ça reste en termes de population un pays de, voilà, on est sur 38 millions d'habitants. C'est plus compliqué pour Binance de faire ça pour l'Union européenne. On est à des centaines de millions d'habitants. C'est un marché beaucoup plus important pour eux. Donc ce qu'on peut dire de plus, c'est qu'ils ont clairement dit, c'était à cause de ça, à cause de la régulation sur les stablecoins, à cause de la régulation sur un ensemble de règles qui sont mises en place sur les exchanges. Tu vas aller voir ces diverses règles mises en place par l'Ontario Security Commissions. Il y a pas mal de choses, il y a des choses qui semblent correctes sur le fait de ségréguer les fonds, de mettre à part les fonds des clients des autres fonds et que, on va dire que ça soit pas mélangé. Et il y a des choses qui sont très très bien dans ces règles, mais il y a d'autres choses qui rendraient la vie trop compliquée pour Binance. Il faudrait l'autorisation pour chaque stablecoin qui soit tradé au niveau de Binance que d'avoir l'autorisation du Canada. Il faudrait plein d'autres choses, vraiment plein d'autorisations à chaque fois qui rendraient les choses vraiment trop complexes. Binance ne pourrait plus aussi trader, ne pourrait plus avoir de produits dérivés pour les Canadiens, mais ça on a vu que ça dérangeait pas Binance, ils l'ont bien fait dans d'autres pays en Europe. Donc bon, ça c'est pas le plus choquant, je pense c'est plus les diverses règles qui sont très contraignantes pour la plateforme. Donc Bitstamp aussi c'est fini, il reste Kraken. Kraken, ils ont dit qu'ils allaient continuer à essayer en tout cas d'opérer au Canada. Donc je pense qu'il y a encore des exchanges au Canada. N'hésitez pas à me donner en commentaire si vous avez d'autres options au Canada sur le sujet. Est-ce que c'est vraiment impactant pour vous que Binance, Bitstamp et d'autres se retirent ? L'information suivante concerne un cold wallet que vous connaissez bien. Je parle bien sûr de Ledger. Vous le savez, c'est très important de sécuriser ses cryptos, mais n'oubliez jamais que rien n'est infaillible. Et pour cause, là, on a même Ledger qui a eu un souci, en fait. Ça a été remonté début avril. Ledger, en fait, il y avait une vulnérabilité qui pouvait entraîner le vol, en fait, des crypto-monnaies contenues dans certaines clés. Alors depuis, ça a été rapporté à Ledger, ils ont corrigé. Il n'y a pas eu de vol, grâce du coup à différentes mises à jour qui ont lieu depuis. Mais n'oubliez pas que, voilà, il n'y a jamais de truc 100% safe. Donc il faut bien penser à diversifier du coup ses investissements, avoir plusieurs wallets, plusieurs investissements, c'est comme dans tout, mais vraiment faites attention à vous. Bien sûr, Ledger du coup, ça reste le numéro 1. Lors de la Paris Blockchain Week, Michael Canu, le CEO de Ternoa, a annoncé la sortie de Time Guardian. Cette application vise à changer la façon dont nous gérons nos données personnelles en ligne. L'équipe de Ternoa a pu mettre à profit une levée de fonds exceptionnelle d'environ 11 millions d'euros pour le développement de cette app. Elle sera disponible à partir du mois de mai 2023 en France dans un premier temps, pour ensuite se développer à l'international. Il a été mis en place plusieurs protocoles. Un protocole à échéance. Une fois la capsule créée, vous décidez à la date ultérieure à laquelle vos données seront transmises à un tiers défini. Il y a le protocole de consentement qui permet des transferts de données validés par plusieurs parties. Par exemple, vous et une autorité médicale ou juridique. Ensuite, il y a le protocole de mise en extinction. Une solution qui permet de gérer la fin de vie de vos données. Cela permet une destruction définitive ou un transfert à une date définie. Cette application a pour but de stocker les souvenirs facilement, de créer des capsules en un clic et de pouvoir les transférer en toute simplicité à nos proches. Demain ou dans 100 ans, selon la timeline que l'on aura choisie, on pourra mettre à jour notre capsule selon nos envies, et ce jusqu'au transfert définitif de cette dernière. Je te donne un exemple concret. Imaginons que malheureusement, il nous arrive quelque chose demain. Que se passera-t-il de nos cryptos, notamment celles stockées sur nos hot ou cold wallets? Eh bien, avec Time Guardian, il sera possible de créer une capsule transférable à notre mort, avec notre seed phrase, afin que nos cryptos puissent être récupérés par la personne que l'on aura désignée. C'est plutôt bien pensé, non? Et ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres des possibilités offertes par Time Guardian. Mauvaise nouvelle sur Ethereum, c'est peut-être lié à l'engouement qu'il y a en ce moment sur les mêmes coins.
Mais Ethereum, il y a un nouvel arrêt sur le réseau et il y a eu encore une panne. La bonne nouvelle, c'est qu'ils l'ont très vite identifié, ils sont en train de le corriger. Mais il y a eu une panne hier sur la blockchain. Et il y en a eu plusieurs sur ces dernières semaines, des micro-pannes. Mais quand même, a connu un incident cette nuit et je pense qu'ils sont en train en tous les cas, ils ont trouvé la cause. Maintenant, il suffit de le corriger et de déployer un patch. Est-ce que tout ça, c'est bien, c'est pas bien, etc. Comme j'ai pu vous le dire, en vrai, c'est même pas notre débat. C'est le débat que vont avoir la communauté Bitcoin, les développeurs Bitcoin qui vont être à même de prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on décide de faire. Je vous rappelle que par le passé, ce débat avait déjà eu lieu, il avait été tranché. On va mettre une limite de 80 caractères à la fonction OP-Return, comme ça, on ne peut pas faire n'importe quoi avec cette blockchain. Et jusqu'à présent, ça a convenu tout le monde. Donc de nouveau aujourd'hui, il y a des personnes qui ont réussi à réinscrire beaucoup de data dans tout le bloc dans une transaction Bitcoin. Donc maintenant, il y aura de nouveau un débat et on verra ce que les développeurs vont décider de faire. Soit ils refont pareil, ils remettent une bride qui vont empêcher de pouvoir inscrire de nouveau trop de données dans la blockchain Bitcoin, soit ils laissent faire. Voilà. Donc on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Déjà, le risque principal, c'est que si jamais ils mettent une bride, eh ben en fait, c'est terminé. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de possibilité de faire des transferts. Et donc, c'est terminé. Tous les tokens, tous les NFT qui auront été émis n'auront plus aucune valeur. Voilà. Parce que dès que c'est plus transférable, la valeur s'effondre. Donc, il faut quand même comprendre que sur une simple mise à jour, tout peut s'arrêter. À la différence même de Ethereum, qui est une blockchain qui a été conçue pour ça. Donc, ils ne vont jamais arrêter les standards ERC20, ERC 721 ou tout ce que vous voulez qui permet de créer des NFT, des tokens non fongibles ou des tokens pour qu'on puisse ensuite les transférer. Rappelez-vous que la blockchain Bitcoin n'a jamais été conçue pour ça. Donc ça, c'est quand même important de bien le comprendre et c'est pour moi le risque principal sur l'ensemble de toutes ces nouvelles choses qui sont en train d'apparaître, que ce soit les Bitcoin Stamps. Il suffirait juste d'une toute petite mise à jour pour qu'on ne puisse plus utiliser justement la taille dédiée dans les clés des portefeuilles multisignatures pour y foutre tout et n'importe quoi. Pareil au niveau du Bitcoin Ordinals, tout peut s'arrêter sur une simple micro-mise à jour. Bitcoin peut sauver des vies et en voici la preuve. On nous dit qu'au-delà de son statut de valeur refuge, Bitcoin peut constituer un véritable filet de sécurité pour les communautés marginalisées. Donc la majorité des acteurs au niveau des holders de Bitcoin, ils achètent ça pour spéculer. On achète du Bitcoin, on le hold pour plus tard. Alors certains pour se lutter contre l'inflation, certains juste pour faire une plus-value. Mais il faut savoir que le Bitcoin est utilisé partout dans le monde à des fins vraiment vitales. Tu vas voir ça. En plus de renforcer l'inclusion financière, de contribuer à la stabilité économique, les cryptos comme le Bitcoin peuvent aider les communautés marginalisées à atteindre l'indépendance financière. Par exemple, Bitcoin, couverture contre l'inflation, ça on le sait bien. On a plusieurs exemples ici très intéressants. La livre turque, par exemple, a entamé sa descente aux enfers. Les habitants du pays se sont rués vers le Bitcoin et le Tether. Et grâce aux cryptos, les citoyens peuvent protéger leur épargne, leur pouvoir d'achat en période de crise. On a aussi pareil au Venezuela, l'hyperinflation et la dépréciation de la monnaie nationale ont incité les citoyens à se tourner vers des investissements alternatifs et alors que le bolivar continue lui de dégringoler, de plus en plus de Vénézuéliens se tournent vers le Bitcoin aussi. On a de nombreux Vénézuéliens qui achètent leurs produits alimentaires et leurs médicaments en Bitcoin. Tu as une petite carte d'inflation très intéressante, tu vois l'explosion Argentine, Venezuela, il y en a un petit peu de partout. Il y a aussi au Liban, on nous dit que la crise économique au Liban bat son plein, les citoyens peinent à joindre les deux bouts et en conséquence, certains Libanais sont tournés vers le minage de Bitcoin afin de survivre à la crise. D'autres ont commencé à investir dans les stablecoins comme l'USDT, l'USDC pour préserver leur pouvoir d'achat. Ben oui, il faut se mettre à leur place. Imagine que tout le jour, tu vois l'euro, bim, 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 est en train de tomber et que ta baguette à chaque fois, c'est combien? 10 balles, mais hier, t'es 10 balles, aujourd'hui, c'est 15 et 20 et tout. Tu te dis, wow, 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 faut que je fasse quelque chose. Et donc, là aussi, on a l'Argentine, autre exemple, et qui a également été un pays les plus touchés par l'hyperinflation, qui est toujours touché. De plus, les restrictions imposées sur l'achat des devises étrangères a poussé de nombreux Argentins à se tourner vers les cryptoactifs. L'Argentine, on avait vu quelques news, c'est genre non, interdiction de prendre votre pesos argentin et de le transformer en notre monnaie. Et finalement, les gens, quand on te dit non, mais tu t'envies encore plus de le faire. Hein. Partons maintenant en Argentine, où on assiste clairement à une privation de liberté pour le peuple, tant souffre déjà énormément du fait d'une inflation à 3 chiffres. Avec une telle inflation, certains citoyens argentins ont eu la bonne idée
de se réfugier vers les crypto-monnaies, plus particulièrement le Bitcoin, qui est certes volatile, mais qui ne se dévalue pas comme le peso argentin. Sauf que le gouvernement argentin ne l'entend pas de cette oreille et refuse que le peuple abandonne sa monnaie. Ils ont donc demandé aux banques d'entraver toutes les tentatives d'achat de crypto, mais tentent également de limiter leurs usages un peu partout, comme par exemple en interdisant aux prestataires de services en ligne de proposer les cryptos comme moyen de paiement. Malgré toutes ces mesures liberticides, le peuple argentin se tourne quand même de plus en plus vers les crypto-monnaies. D'un côté, comment ne pas les comprendre avec une telle inflation? La solution la plus pratique qui se présente à eux, ce sont les cryptos, car facilement accessibles. Ceci est un bon rappel concernant l'importance du proof of work de Bitcoin, car sa plus grande force, c'est la décentralisation. Un État peut interdire aux gens de l'utiliser, mais il ne peut pas stopper la blockchain Bitcoin qui continuera de produire son bloc toutes les 10 minutes. Le PP token, alors lui, il a explosé, là, attention, ça piège aussi, hein. Quand ça explose, on n'achète pas une fusée qui est déjà arrivée sur Mars, alors qu'elle va revenir sur la Terre, hein. D'accord? Donc on fait très attention, on devient très prudent, et là, à mon avis, c'est pareil, hein. Il va y avoir des effets qui se sont faits, il y a des gens qui vont avoir gagné beaucoup d'argent là, et des gens qui vont avoir perdu beaucoup d'argent, parce que c'est tout le temps comme ça. On fera le point dans quelques jours là-dessus sur des graphiques. Petite question pour toi, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un meme coin qui a foiré? Il y a de grandes chances que non et je vais t'expliquer pourquoi. C'est dû à ce qu'on appelle le biais du survivant. Si tu t'intéresses un peu à ce qui est développement personnel, entrepreneuriat, tout ça, tu as très probablement déjà vu cette image. Concrètement, ça signifie qu'on a tendance à surestimer le pourcentage de réussite de quelque chose. Et ce pour une raison assez simple, c'est qu'on n'entend absolument jamais parler des projets qui ont foiré, à moins d'avoir participé par soi-même à un de ces projets. Ici, je ne parle pas des projets qui ont pu se faire hacker ou exploiter, mais tout simplement des projets qui ont essayé de créer quelque chose d'utile, ou plutôt relativement utile si on reste dans le territoire des meme coins, mais qui tout simplement n'ont pas réussi à continuer, par simple perte d'intérêt du fondateur, par un manque d'argent, ou encore par des intérêts progressifs de la communauté. Ces projets qui s'éteignent petit à petit de cette façon-là, tu n'en entendras pas parler. Ce qu'on ne voit pas, ce sont les dizaines de milliers, voire les centaines de milliers de meme coins qui se sont lancés et qui ont lamentablement échoué. On va venir te montrer 2-3 projets qui ont bien fonctionné, voire même très bien fonctionné, et à partir de là, toi dans ta tête, tu vas estimer que c'est probable, que si tu mets une pièce ou un billet sur un meme coin, eh bien il y a peut-être 10, 20, 25, 30% de chances que ça fonctionne. Alors que si on regarde de façon objective, tu joues peut-être à 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000. Et ça c'est une information, quand tu la lis, bah ça vend pas. Ça fait pas cliquer et t'as pas envie de venir le retweeter. Donc évidemment, c'est une information qui passe à la trappe. De la même façon que des centaines voire des milliers de meme coins sont créés tous les jours et sont totalement abandonnés par leurs créateurs, ou pire, se révèlent être des pièges ou même des arnaques pour les investisseurs. Alors oui, effectivement, il y a des gens qui ont gagné sur les meme coins. Il y a même des gens qui ont gagné extrêmement gros. Mais ces gens-là représentent une proportion minuscule par rapport au nombre total d'investisseurs dans les meme coins. Et très souvent, ces personnes-là ne tombent pas par hasard au détour d'un retweet sur le prochain projet. Soit ce sont des personnes très bien informées du milieu, qui ont donc beaucoup de contacts et probablement des contacts dans les équipes qui lancent ces projets-là, ou alors ce sont des personnes qui développent leur propre stratégie, et ce de façon quasi automatisée afin d'augmenter leurs chances. Les personnes qui font fortune sur les meme coins ne sont ni des gens comme toi, ni des gens comme moi. Ce n'est pas le bonhomme lambda qui, lui, va acheter son premier shitcoin, va faire une erreur et va se faire siphonner son wallet. Alors oui, je sais que c'est extrêmement tentant, surtout en ce moment quand le gros des cryptos ne fait pas grand-chose, et qu'on peut voir de gros multiples sur tous ces meme coins. Mais ne tombe pas dans le panneau, ce sont juste des mecs qui ont repris le concept du loto, mais qui ont mis un marketing super efficace dessus. Un marketing qui vend du rêve, et surtout une surcouche qui laisse croire à la personne non informée qu'elle a sa chance. Alors qu'en réalité, les gagnants ce ne sont pas les investisseurs, mais ce sont bien les personnes qui créent ces tokens. Car eux vont bénéficier de risques très faibles en cas d'échec, mais également de récompenses très importantes en cas de victoire. Au mois d'avril, le taux d'inflation en France a été mesuré officiellement à 5,9% sur un an. Ce que ça veut dire, c'est que si nous vivons en France et que nous n'avons pas reçu une augmentation de salaire de 5,9% cette année, alors nous avons probablement perdu du pouvoir d'achat. Un constat désagréable que nous pouvons tous faire en voyant les prix augmenter de façon assez impressionnante un peu partout, et en particulier dans les supermarchés. Selon l'INSEE, les prix de l'alimentation, par exemple, ont augmenté de 15,8% en un an, et selon une étude de l'IFOP, 79% des Français au SMIC, soit environ 24% des Français, auraient été obligés de réduire leurs achats alimentaires. 42% d'entre eux auraient même supprimé un repas chaque jour en raison de la hausse des prix. Et selon les prévisions de certaines grandes chaînes de supermarchés comme Intermarché ou Leclerc, il faut déjà s'attendre à de nouvelles hausses de prix qui pourraient atteindre 25% sur les produits de grande consommation d'ici à la fin du mois de juin. Le narratif officiel consiste à dire que ces hausses de prix ne sont qu'un phénomène ponctuel avant un éventuel retour à la normale. Mais en réalité, cette perte de pouvoir d'achat que nous subissons vient s'accumuler d'année en année. Et en marge de cette réalité inconfortable, deux questions se posent. D'une part,
Peut-on vraiment faire confiance aux chiffres officiels de l'inflation? Et d'autre part, nos dirigeants nous disent-ils vraiment la vérité sur la cause réelle de cette inflation? Le gouvernement oserait-il vraiment nous mentir? Dans les quelques prochaines minutes, préparez-vous à remettre intégralement en question le narratif officiel sur l'inflation et en particulier son niveau réel et sa cause principale, et préparez-vous à découvrir pourquoi l'inflation est en réalité un impôt caché qui redistribue mécaniquement la richesse des plus pauvres vers les plus riches. Rappelez-vous qu'il y a 3 éléments qui font le prix de l'immobilier. Premièrement, le niveau de vie de la population, c'est la base. Dans ce scénario, la richesse du pays a baissé d'environ 30%, donc cela va affecter le pouvoir d'achat de la population, bien évidemment. Deuxième facteur, la tension entre l'offre et la demande. Là, ça ne change rien de fondamental. Enfin, le troisième paramètre, les conditions de crédit, taux d'emprunt et durée d'emprunt qui permettent de faire du levier sur le niveau de vie initial. Plus vous empruntez longtemps et plus vous empruntez avec des taux bas, plus vous pouvez emprunter beaucoup d'argent avec les mêmes revenus de base. Comme la situation dans ce scénario est plutôt morose, dirons-nous, les banques prêtent moins, pour plus cher et sur des durées plus courtes. Et là, vous vous rendez compte que l'immobilier est parti pour un grand cycle baissier de nombreuses années, aussi longues qu'une journée sans pain, comme le disait mon grand-père. C'est pour cela que, personnellement, j'ai revendu tout mon immobilier en France et que je suis tranquillement en train de réinvestir dans d'autres pays comme la Turquie. Et ça se passe très bien. Depuis quelques jours, un nouveau jeu fait fureur sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés. Ça s'appelle « Qui sera le prochain ?» Pour gagner, il suffit de trouver quelle sera la prochaine banque américaine à faire faillite, et je me suis dit que ce serait sympa de jouer tous ensemble. On pensait le sujet clos, mais pas du tout. L'Amérique n'en a pas fini avec sa crise bancaire. Après le Silvergate le 9 mars dernier, puis la Silicon Valley Bank le lendemain, et enfin Signature Bank 2 jours plus tard, les banques régionales américaines sont encore loin d'être tirées d'affaire, d'autant plus que les taux directeurs continuent de monter. Plusieurs noms circulent déjà, et une nouvelle faillite tomberait à un bien mauvais moment, alors qu'entre dette et récession, les États-Unis ont déjà pas mal de chats à fouetter. La confiance des investisseurs dans le dollar s'est déjà fortement dégradée avec les premières faillites, et sur le marché des changes, il fait des montagnes russes. Alors qu'il s'échangeait contre moins d'1 euro en octobre dernier, nous en avions parlé ici, il faut désormais débourser $1.10 pour se payer 1 euro. Alors, aujourd'hui, on repart faire un tour de l'autre côté de l'Atlantique. Nous allons y prendre les bonnes informations qui vont nous aider à répondre à la question de départ, qui sera le prochain, et nous essaierons ensuite de deviner ce qui pourrait se passer si ça arrivait, ou plutôt, ce qui se passera quand ça arrivera. I'm 13 years old, and this is my 6th annual Berkshire Hathaway shareholders meeting. And I've had the privilege to ask you both questions in years past. My question for you today is the following. As you know, the U.S. national debt is currently at an estimated $31 trillion, making up about 125% of the U.S. GDP. In the meantime, over the past few years, the Federal Reserve has telegraphed that they intend to monetize the debt by printing trillions of dollars, even as they insist that they're fighting inflation. Already, other major economies in the world, such as China, Saudi Arabia, and Brazil, are moving away from the dollar in anticipation of this. My question is, are we likely to face a time in the future when the US dollar is no longer the global reserve currency? How is Berkshire prepared for this possibility? And what can we do as American citizens to attempt to shelter ourselves from what's beginning to look like the beginnings of de-dollarization? Well, En réalité, cette question découle de l'avalanche de rumeurs quant à la disparition du dollar américain en tant que monnaie de réserve, étant donné que la Russie utilise le renminbi chinois pour son commerce international, ainsi que l'Arabie Saoudite, allié majeur des États-Unis, qui envisage de facturer en devise chinoise ses exportations de pétrole vers l'Empire du Milieu, et de manière générale, les BRICS envisageraient de développer une nouvelle monnaie de réserve, tandis que l'Inde règle certaines transactions en roupies. D'ailleurs, même la France, au travers de Total Energy, a récemment livré à la Chine du GNL, payé en yuan, ce qui était une première. it's very interesting. I mean, we are the reserve currency. I see no option for any other currency to be the reserve currency. And I think that
nobody understands the situation better than Jay Powell. But he's not in control of fiscal policy, and every now and then he drops a few hints. And there was no question that when the pandemic broke out, I mean, it was a semi-war-like situation, but nobody knows how far you can go with the paper currency before it gets out of control. And particularly if you're the world's reserve currency. Nobody knows the answer to that. And you don't want to try and pick out the point at where it does become a problem, because then it's all over. I think we should be very careful. I mean, Comme l'explique Warren Buffett, et comme expliqué dans de précédentes vidéos, actuellement, il n'existe pas d'alternative viable au dollar américain, bien qu'une mise en garde soit faite par le milliardaire en ce qui concerne les dépenses massives des gouvernements et des politiques monétaires laxistes. Contrairement au cash physique, les transactions en euros numériques risquent donc d'être complètement visibles par la banque centrale et elles seront aussi liées à notre identité. Et en cas de suppression concomitante du cash physique, cela veut dire que nous n'aurons plus la possibilité de transacter de façon privée. Mais ce n'est pas tout. L'euro numérique pourra aussi être programmé pour avoir des comportements spécifiques. Par exemple, il pourrait être programmé pour n'être utilisable que pour certains types de dépenses, dans certaines zones géographiques ou encore à des dates bien spécifiques. Et à ce moment-là, toute tentative de paiement qui ne répondrait pas à ces critères programmés serait automatiquement refusée. D'ailleurs, le président de la Banque des règlements internationaux, également appelée la Banque centrale des banques centrales, l'explique très clairement. Avec une monnaie numérique, la Banque centrale exercera un contrôle absolu sur les règles et réglementations qui détermineront l'usage de la monnaie, et elle disposera également de la technologie nécessaire pour faire appliquer ces règles et réglementations. Ce que tout ça veut dire, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ces trois caractéristiques de la monnaie, centralisation, traçabilité et programmabilité, pourraient donc bientôt être intégrées au cœur même du concept de ce qu'est l'argent. Et les implications de ce changement de paradigme sont pour le moins terrifiantes. Nous allons passer d'un système où la monnaie peut être utilisée de façon privée et anonyme pour ce qu'on veut, quand on veut, et sans avoir à obtenir la permission de qui que ce soit, à un système où l'euro ne pourra être utilisé que sous la supervision directe d'un pouvoir central, avec la permission d'un pouvoir central, et seulement dans les conditions prévues par ce même pouvoir central. Mais après tout, on pourrait se dire que si nous n'avons rien à cacher, alors nous n'avons rien à craindre, n'est-ce pas ? Eh bien, peut-être, mais nous avons intérêt à en être certains, parce que si nous nous trompons à ce sujet, une grande question se pose. Que se passera-t-il une fois que l'euro numérique aura été mis en place, que toutes nos économies seront stockées en euros numériques et qu'ensuite seulement une certaine quantité de programmabilité et de surveillance finissent par être ajoutées pour restreindre son utilisation ? Que se passera-t-il lorsque nous nous réveillerons un matin et que notre smartphone nous refusera l'accès à notre portefeuille ou qu'il nous empêchera de faire certaines dépenses honnêtes en ce qui nous concerne, mais que le futur gouvernement n'approuvera pas? L'inflation aux États-Unis donc était le grand rendez-vous de la semaine. Il ne fallait pas décevoir. Je rappelle que la Fed est sur le pied de guerre pour ajuster sa politique monétaire et surtout qu'elle continuera à relever ses taux d'intérêt si et seulement si il y a des mauvaises nouvelles. Ouf! Bonne nouvelle, l'inflation est inférieure aux 5% qu'on attendait, 4,9% sur le mois d'avril, sur 12 mois glissants. Cette hausse des prix est surtout liée au prix du logement, à l'essence, aux véhicules d'occasion, alors que d'un autre côté, on a une baisse des prix du mazout, des véhicules neufs et des denrées alimentaires à domicile. Je reviendrai après sur la réaction du marché. Et après ce chiffre d'inflation, donc qui s'appelle le CPI, le lendemain, nous avons eu le PPI, indice des prix à la production. Là aussi, bonne nouvelle. Ça baisse, comme tu le vois sur ce graphique, depuis un sacré paquet de temps. On était à presque 12% de hausse des prix à la production. On est aujourd'hui à 3,4% de hausse, contre 3,7% le mois passé. C'est en plus bas depuis 2 ans. Le dollar. Eh bien, sans grande surprise. On avait une consolidation, une trendline, on casse la trendline. Premier objectif, les 0,38,2, c'est le petit niveau qu'il y a en bleu ici, c'est les 0,38,2 par rapport à la dernière chute. Donc c'était le premier objectif et ce que j'attendais un peu puisque le Bitcoin n'avait potentiellement pas terminé sa correction puisqu'on n'avait pas encore atteint des niveaux intéressants sur nous, surtout en termes de vague d'Elliott. Il n'y avait aucun plan qui était terminé,
Donc théoriquement, on devait aller chercher un peu plus bas. Et pour cela, il fallait un dollar qui rebondisse légèrement et qui, par exemple, chercher les 0,382. Donc voilà, maintenant c'est fait. Est-ce que ça va s'arrêter là ou est-ce que le dollar va continuer à monter? Vous savez que plus ça va monter, plus ça va être bearish sur le Bitcoin. Et le niveau à surtout pas dépasser, eh bien, alors le premier niveau qu'il faudra éviter de dépasser, c'est déjà la zone de rechargement de short de cette tendance baissière, de cette petite vague baissière, tout simplement parce que ça veut dire qu'on ne serait pas juste dans un rebond, mais qu'on ira potentiellement faire des plus hauts. Et faire des plus hauts que ce niveau-là équivaudrait à valider un énorme W weekly sur un très gros support long terme. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas voir puisque ça nous donnerait un dollar haussier sur du moyen long terme et donc un Bitcoin baissier sur des moyens long terme. Allez, on passe maintenant à l'analyse hebdomadaire du BTC. Attention, comme d'habitude, la bougie n'est pas clôturée, elle se clôture le soir, le dimanche soir. Donc là, je tourne la vidéo un peu en avance, donc on ne sait jamais. Il faudra être méfiant, mais en tout cas, le niveau à surveiller, pour moi, au niveau de cette semaine, c'est les 27 300 $ qui sont la clôture la plus basse qu'on a effectuée le 17 avril 2023. On voit le range, donc on était là depuis plusieurs semaines maintenant, dans ce range, donc entre 27 000 et en gros 30 000 $ en haut. On voit aussi les mèches un poil plus bas, donc à la limite si on clôture très légèrement en dessous, ça passe. Pour moi, c'est pas cassure du range. Et on le verra sur les plus petites unités de temps, on est en train de réintégrer justement ce range. Donc en gros, ce qu'il faut surveiller, c'est de bien clôturer à l'intérieur du range, mais que ça soit aussi en daily ou en hebdomadaire, si on clôture très légèrement en dessous d'ici, c'est pas très grave. En tout cas, pour moi, je considère pas ça vraiment comme une cassure, même si c'est plutôt baissier que haussier. Mais là, pour le coup, voilà, si on vraiment le plus haussier, c'est ça qu'on clôture au-dessus des 27 300 et que du coup, on voit cette mèche ici comme ça. Donc on aurait une grande mèche par le bas et clairement pour moi, ça voudrait une chose, c'est tout simplement une prise de liquidité de tous les bottoms qu'on a effectués depuis le début de ce range. Donc en gros, toutes les personnes qui étaient en longue se sont fait sortir sur ce move, sur cette mèche, et derrière on réintègre le range avec toutes ces personnes en moins. Je voulais vous passer le ratio long-short. Rappelez-vous la dernière fois, il était à 67-32 les gars. C'était vraiment énorme, 67% de long pour 32% de short. Donc un écart énorme et ça a plutôt bien marché parce que rappelez-vous comme d'habitude quand on a plus de long que de short, le Bitcoin aura tendance à baisser pour liquider en fait tout simplement les shorts qui paraient à la hausse. Et c'est ce qui s'est passé au final. Vous voyez, on a eu un gros ratio long-short qui était à 67% de long pour 32 de short et en fait durant le week-end du coup BTC a plutôt descendu et ce qui a permis au cours de liquider un peu de short. Et vous voyez que le ratio est un peu plus rééquilibré. On est plus sur 67-32 mais plus sur un 63-36, donc 63% de long pour 36% de short. Ça reste quand même un écart qui est conséquent. Ça reste encore beaucoup plus de long que de short, mais il se réduit au fur et à mesure. Et là, du coup, vu qu'on a encore un écart, c'est pas impossible qu'on continue à baisser et aller chercher encore plus bas en termes de liquidation. Et faire une mèche vers 25 000, même voire en dessous, pour aller chercher encore plus de liquidation et du coup rééquilibrer encore de nouveau le ratio long short. Après, le but, ça va être de revenir à 50 et de refaire un écart du côté short, donc plus de short pour moins de long. Et ce serait le but pour après remonter au niveau hausse. Donc on verra parce que tout ça bouge très très rapidement en fait et il suffit d'une mèche à 25-24 000 qui descend très fortement très rapidement et en fait ça peut liquider tous les longs et directement remettre à 50-50 le ratio long short. Et ça aussi c'est dur à concevoir parce qu'en fait c'est un indicateur qui va énormément changer suivant les fluctuations qu'on peut avoir à court terme sur des mèches mais pas forcément sur la tendance globale en fait. Et c'est ça le piège avec ça, c'est-à-dire qu'on peut être en tendance haussière, avoir un long qui est supérieur au short comme on l'a actuellement et du coup ça veut dire qu'on va plutôt baisser. En fait en quelques heures on peut faire une mèche qui va aller très bas, qui va rééquilibrer le ratio et du coup la tendance continue à être haussière et du coup on continue à être haussier juste avec une mèche qui a rééquilibré le ratio quoi. Et c'est ça qui est un peu piégeur. On a le premier signe de fatigue sur la dominance. Alors premier signe de fatigue, c'est relatif. Donc là je pense qu'on va surveiller quelque chose de très près et je pense qu'on a quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se dessiner. Alors rien n'est validé, rien n'est joué. Vous voyez qu'ici en weekly on a rejeté une fois, 2 fois et là on commence à buter dessus violemment et généralement c'est un niveau ici qui a historiquement servi de nombreuses fois de top. Donc pour la première fois on a la sensation qu'il commence à ralentir et qui commence tout simplement ici à buter. Donc ce que je surveillerais et ce qui serait super intéressant de surveiller, c'est tout simplement de voir si on a un rejet, un creux en dessous du précédent, un sommet et qu'on recommence à partir dans une dynamique baissière. Donc vous voyez que le même pattern que je cherchais en W sur le DXY, c'est le même que je cherche en M ou N sur la dominance. Pourquoi c'est intéressant? Parce que pareil, quand la dominance du Bitcoin chute, ça veut dire les capitaux sortent du Bitcoin pour aller normalement, très certainement sur des altcoins. Alors,
derrière, surveiller ici, traquer un petit peu ce qui va se passer sur la dominance, a un enjeu majeur sur le reste des cryptos. Pourquoi ? Parce que si la dominance chute, ça veut dire que les capitaux vont aller vers certains altcoins. Alors espérons que cette dominance ne chute pas parce que tout le monde est sur des PP coins, mais voilà, c'est la première fois depuis un moment qu'on a des signaux de faiblesse, donc c'est à surveiller de très près. Il y a un joli partenariat avec Decathlon pour Sense for Fit. Et en fait, ce partenariat, je ne sais pas trop en quoi il consiste. Decathlon sera présent à l'event de Sense for Fit qui aura lieu, le 17 juin à Bucarest. Le Sense for Fit Summit, il y aura Decathlon qui sera là, mais est-ce que ça pourrait aller plus loin ? Je sais pas, on n'a pas d'infos là-dessus, mais Decathlon c'est quand même, c'est français, peut-être on se rend pas compte, mais c'est quand même un gros groupe international de l'équipement sportif. Ils sont dans beaucoup de pays, 56 pays, 2080 magasins à travers le monde, donc c'est quelque chose d'important si ça aboutit sur des choses plus concrètes que seulement être présent à leur event. Mais je sais pas, est-ce que ça pourrait être le cas ou pas. Par contre, Decathlon, il s'intéresse fortement aux NFT. Et donc ça fait sens ce partenariat avec Sense for Fit, même si je sais pas sur quoi ça pourrait aboutir éventuellement. Il y a cette interview là, dans Capital, avec Valentin Auvinet, directeur des laboratoires Web3 et Digital chez Decathlon. Et sur les NFT, il a dit « Nous avons prévu des choses pour cet été. Notre objectif est de tester par nous-mêmes. On internalise aussi beaucoup des compétences. On voit beaucoup d'opportunités sur la relation client avec le NFT. Cela peut être un accélérateur, donc on se doit d'y aller, même si nous y allons doucement. Dans le domaine du sport, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et pour nous, c'est un nouveau média. C'est indispensable que l'on continue à explorer. Alors ce partenariat avec Sense for Fit, est-ce que c'est pour continuer l'expérimentation ? Est-ce que c'est en rapport avec des choses prévues cet été ? En tout cas, Sense for Fit, ça concerne bien le sport, donc pourquoi pas. Ce qui est marrant, c'est que Axie Infinity classique, donc la version avant la sortie d'Origins, et bien là tout le monde disait ouais, ce jeu n'est pas fun, tout le monde y joue parce qu'il y a de l'argent à gagner, et c'est vrai que énormément de personnes y jouaient parce qu'on pouvait gagner des SLP, donc de la crypto-monnaie qu'on pouvait revendre très facilement. Mais aujourd'hui, ce jeu n'est plus supporté par Sky Mavis, il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus de crypto à gagner, et pourtant, en février 2023, il y avait encore 20 000 joueurs mensuels actifs sur le jeu. Ce qui, une fois de plus, en fait l'un des jeux Web3 les plus joués à l'heure actuelle. Ensuite, Axie Infinity Origins, c'est l'un des jeux Web3 avec, si ce n'est le jeu Web3 en fait, avec la scène e-sport la plus développée. Déjà, à chaque saison, il y a plusieurs centaines de milliers de dollars à gagner, avec en saison 3, là par exemple, 850 000 dollars à se répartir entre les meilleurs joueurs. Et il y a très régulièrement des tournois organisés aux 4 coins du monde. Sans compter les championnats du monde qui ont eu lieu l'année dernière à l'Axicon, un événement qui aurait pour vocation d'être annuel et qui a attiré des joueurs du monde entier pour pouvoir se retrouver à cet événement. Donc déjà, tous ces éléments autour d'Axie Infinity Origins en font un projet qui est très loin d'être mort, mais en plus de ça, ça en fait toujours un leader dans les jeux Web3. Ajoutons à ça Axie Infinity Homeland, un deuxième jeu jouable développé par Sky Mavis, enfin troisième si on compte classique, mais classique n'est plus maintenu, ce qui fait que Sky Mavis a réussi à délivrer déjà 2 jeux jouables, alors que certains des autres projets qu'il classe au-dessus d'Axie n'ont même pas encore réussi à délivrer un seul jeu. Alors après, certes, Axie Infinity Homeland est toujours en alpha, mais ça n'empêche que l'expérience qui nous est proposée actuellement est déjà fun et déjà amusante pour beaucoup de joueurs. Et certes, Axie Infinity Origins n'est pas parfait, j'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le sujet. Et même si ces 2 jeux ne vous plaisent pas, ils ont mis en place le Builder Programme qui permet à n'importe quel développeur, n'importe quel studio de jeux vidéo de développer un jeu qui utilise la licence Axie. Dans ce programme, il y a actuellement 15 jeux en développement, dont 10 qui sont déjà jouables. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes ? Fais-le moi savoir en commentaire.